Donc, quelques notions de base au niveau de la mécanique de ventilation. Première des choses et encore une fois, je donnerai plus de détails quand ça sera le temps, c'est vraiment juste des principes de base avant de pousser un peu plus loin. Donc, la première chose, c'est que la question 100 pièces que j'ai posée tantôt, c'est de comprendre comment on fait pour ajuster la pression. Je vous parlais tantôt que ça prenait une différence de pression pour pouvoir orienter le déplacement d'air, soit au cours de l'inspiration ou de l'expiration. Maintenant, c'est certain que plusieurs d'entre vous, vous vous demandez comment on fait pour ajuster la pression. Et en fait, c'est très mécanique, très physique. On a besoin de muscles respiratoires, que je vais vous présenter la prochaine diapo, qui, en se contractant ou en se relâchant, va ajuster le volume de la cavité thoracique. Donc, instinctivement, vous le savez, lorsque vous inspirez, si vous placez vos mains sur vos côtes, vous comprenez que, oui, vos poumons prennent de l'expansion, mais la cage thoracique prend de l'ampleur. Donc, on n'est jamais... En fait, je pourrais vous dire qu'il y a comme deux situations, la A et la B. Soit que votre cage thoracique a un certain volume et on peut prendre de l'expansion par rapport à la situation A. Donc, en B, j'ai un plus grand volume ici. Et tout ce qu'il faut comprendre pour l'instant, c'est qu'en ajustant le volume de la cage thoracique, on va faire varier les pressions intrapulmonaires ou intrapleurales qu'on a discuté tantôt. Et si la variation est adéquate, on pourra favoriser le déplacement d'air dans le sens attendu pendant l'inspiration et l'expiration. Donc, c'est vraiment important de comprendre que c'est la contraction, le relâchement de certains muscles respiratoires qui fait en sorte que la cavité thoracique va prendre l'expansion ou non, et ça va affecter la pression intrapleurale et éventuellement intrapulmonaire, ce qui permettra le déplacement d'air. Le détail de tout ça, inquiétez-vous pas, je vais vous l'expliquer en temps et lieu, mais au moins déjà comprendre un petit peu ce que je viens de dire. Et dernier point qui est écrit ici, je l'ai déjà parlé à l'autre diapo. Donc, ça nous prend toujours un gradient. Gradient, ça voulait dire quoi? Ça veut dire une différence de pression. En d'autres mots, une autre façon d'exprimer ce point-là, c'est s'il n'y a pas de différence, pas de gradient, donc les pressions égales partout, il n'y a aucun déplacement d'air, ce qui serait très dangereux, évidemment. Comment on contrôle la respiration? Essentiellement, quand vous respirez de façon normale, la plupart du temps, il y a deux muscles qui sont impliqués dans la respiration normale. Dans certains cas, vous avez besoin d'une demande accrue d'oxygène, vous avez besoin d'éliminer un maximum de CO2. On peut faire de la respiration forcée, soit l'inspiration ou l'expiration forcée. Dans ce cas-ci, il y a des muscles supplémentaires qui peuvent contribuer pour gagner un petit peu plus d'expansion ou non au niveau de la cage thoracique, ce qui va affecter la pression. Donc, ça va nous permettre en soi d'aller chercher un peu plus d'air pendant l'inspiration forcée. Au contraire, éliminer un peu plus d'air, un volume accru d'air, si on fait de l'expiration forcée. Mais normalement, on n'a pas besoin de ça. En situation normale, on a des muscles, d'autres sortes de muscles que je vais vous présenter qui s'assurent seulement de réguler de façon tout à fait normale les échanges d'air. Donc, la question, c'est de savoir quand est-ce qu'on va utiliser ces muscles-là. Parfois, vous allez entendre le terme de muscles accessoires à la respiration. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas toujours besoin, mais quand il y a une situation particulière qui se présente, on peut les utiliser pour améliorer l'efficacité de respiration. Si vous faites un sport intense, vous avez besoin de beaucoup d'oxygène et d'éliminer un maximum de CO2, vous allez utiliser l'inspiration ou l'expiration forcée. Donc là, on a besoin de ces muscles-là. Dans votre cas, soins infirmiers, c'est souvent, vous allez voir souvent des situations pathologiques, certaines maladies, des troubles respiratoires, effectivement. Il peut y avoir d'autres troubles métaboliques qu'on va discuter éventuellement, qui font en sorte qu'on a besoin plus d'oxygène. Exemple, on peut penser à un trouble cardiaque. Quelqu'un qui a une artère de bouchée ou qui a une mauvaise circulation sanguine pour X raison, une insuffisance cardiaque prononcée, il y a un manque d'oxygène en situation d'hypoxie. Et dans ce cas-ci, on va aller chercher un maximum d'oxygène. Donc, quand même bien qu'il est couché sur un lit d'hôpital et qu'il ne fait aucun sport, aucun exercice, il peut utiliser ces muscles-là. Les petits bébés en détresse respiratoire à la naissance, exemple, ou de jeunes bébés, ils vont avoir des muscles particuliers comme ça dans l'inspiration, l'expiration forcée qui seront impliqués. Donc, ça peut être une détresse médicale, puis qu'on essaie de compenser la situation, ou dans une situation de sport, exemple, où on a besoin de plus d'oxygène. Mais sinon, on utilise seulement les muscles de la respiration normale. Et les muscles de la respiration normale, il y en a deux en fait. Tu as le diaphragme, qui est un très grand muscle, de forme aplatie, un peu en forme de pointe comme ça, sous les deux poumons. Puis on voit qu'il traverse carrément là,
l'abdomen comme ça, donc c'est un muscle qui est très long. Et les muscles intercostaux externes, faites attention, il y a aussi des internes qui ont une autre fonction. Donc, les muscles entre les côtes, intercostaux, externes, vont permettre aussi la respiration normale. Ce qu'on voit ici en mauve, ici, donc c'est la partie, il y a d'autres muscles ici qui sont peu importe, j'en parlerai pas pour l'instant, mais ce qui est en mauve ici, c'est vraiment les intercostaux externes, et c'est ceux-là, donc qui sont proches du sternum ici, qui vont nous permettre de faire la respiration normale. La première des choses qu'il faut garder en tête, et ça c'est une confusion que beaucoup de gens font, on a l'impression qu'il y a des muscles qui vont être impliqués dans l'inspiration, puis d'autres muscles dans l'expiration, ce qui est tout à fait faux. Ces muscles-là contrôlent l'inspiration. C'est un phénomène actif. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que quand le diaphragme et les intercostaux externes se contractent, ça va permettre un jeu au niveau de la cage thoracique, le volume va changer, les pressions vont être affectées, mais c'est ce qui permet l'entrée d'air dans votre système respiratoire. Mais quand vous expirez, il n'y en a pas de muscles. C'est simplement ces deux muscles-là, ces deux groupes de muscles-là qui vont se relâcher. Et ça, il faut comprendre que l'expiration, c'est un phénomène passif. On arrête de se contracter au point de vue musculaire, et je parle toujours ici d'une respiration normale. Donc, dans ce cas-là, tout simplement, on revient en position de départ, et c'est ce qui permet de chasser l'air de vos poumons et d'expirer. Donc, il faut faire attention parce que dans le mécanisme de la respiration normale, il n'y a pas de contraction musculaire au niveau de l'expiration. La contraction est nécessaire pour inspirer seulement. Maintenant, si vous êtes en situation d'urgence ou de sport intense ou certaines maladies, là, on peut parler d'inspiration et d'expiration forcée. Et là, effectivement, on aura d'autres muscles qui vont s'ajouter. Donc, si vous passez à une inspiration forcée, en plus, au niveau du diaphragme et des intercostaux externes, on a 4 autres muscles qui vont participer. Donc, il y a les pectoraux au niveau de la poitrine. En fait, c'est les petits pectoraux. Scalène au niveau du cou, les deux sternocléidomastoïdiens au niveau du cou également, donc qui sont illustrés ici. Hein, le grand en mauve ici, c'est vraiment les sternocléidomastoïdiens, le scalène ici, donc 2 groupes de muscles au niveau du cou. Les pectoraux aussi qu'on voit ici également. Dentelés supérieurs aussi dans une moindre mesure. On ne les voit pas sur les dessins ici, mais qui sont situés un peu plus sur le côté des côtes vers la région sous le bras. Mais ces 3-là sont particulièrement importants et ça nous permet, quand les 3 rentrent en action, d'aller chercher une petite quantité d'air de plus. On va gagner un petit peu plus sur l'expansion. En fait, vous pouvez imaginer que les muscles du cou puis les petits pectoraux vont tirer encore plus sur la cage thoracique. Une petite affaire de plus pour aller chercher un petit peu plus d'expansion, ce qui va me permettre d'aller chercher un petit peu plus d'air. Et ça explique bien les choses. Si vous avez un patient qui a une certaine maladie, tantôt je parlais d'insuffisance cardiaque, mais ça peut être plein de choses, puis qui est pour X raisons, ça peut être des troubles respiratoires bien sûr, et ce qui va arriver, c'est que parfois il va se plaindre de douleurs au niveau du cou, puis de la poitrine. Puis là, vous ne faites pas toujours le lien avec son trouble pathologique, mais c'est parce que lui, il est en train de s'adapter, il est en mécanisme d'adaptation au niveau de la respiration, et comme il fait une inspiration forcée depuis un certain temps, peut-être des semaines, bien là, il commence à avoir des douleurs parce qu'il surutilise ces muscles-là. Donc, ça a l'air comme ça, sans aucun lien, mais des douleurs au cou, puis au niveau un peu comme le torticolis, hein, sternocléidomastoïdien, c'est souvent associé à une lésion à ce muscle-là, ça explique les torticolis souvent. Ben oui, ça peut être le cas, mais des fois, c'est juste parce qu'on est en inspiration forcée. Maintenant, quand vous faites de l'expiration forcée, c'est d'autres groupes de muscles. Et là, vous faites attention, là, c'est plus les mêmes. C'est les intercostaux internes. Donc là, on dit internes parce qu'ils sont beaucoup plus proches du sternum. Tantôt, les externes semblaient proches aussi, mais en fait, ils étaient plus ici. Donc, c'est vraiment une partie des muscles, comme qu'on voit ici en mauve. Et donc, les intercostaux internes ne servent pas à la respiration normalement. C'est les externes. C'est seulement pour l'expiration forcée. Les muscles au niveau donc de la région abdominale, hein, les abdominaux, donc vous connaissez bien ici, que ce soit les droits ou les obliques, ils vont se contracter. Et ce qu'ils font, eux autres, c'est qu'ils tirent la cage thoracique vers le bas. Donc, ça permet vraiment de la remettre en position normale, puis même, on va la tirer un peu plus vers le bas. Et ça va comprimer, en fait, une partie de l'abdomen et ça va permettre de chasser un peu plus d'air. On verra éventuellement
pourquoi, lorsque je vous donnerai en détail le mécanisme, toute la mécanique de ventilation. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ces muscles-là, oui, permettent l'expiration forcée, mais simplement en situation d'urgence, comme je parlais tantôt. Si vous respirez de façon normale, bien évidemment, on n'utilise pas ces muscles-là. Ce que vous pouvez observer à cette figure, c'est les 3 axes dans lesquels la cage thoracique va se déplacer au cours, exemple, de l'inspiration ou de l'expiration. Donc, il n'y a pas grand-chose de bien compliqué ici. Au cours de l'inspiration, il va y avoir un déplacement de la cage thoracique au niveau vertical, latéral, mais aussi antéro-postérieur, qui est peut-être un peu plus compliqué. Donc, on comprend que quand on inspire, la cage thoracique, vous la sentez se déplacer vers le haut. Donc, les muscles qu'on a déjà parlé précédemment vont tirer sur la cage thoracique vers le haut. Donc, un déplacement vertical. Il y a aussi on prend de l'expansion vers le haut, mais aussi sur les côtés. C'est ce qu'on voit ici en position latérale. Donc, aussi vers votre côté droit et gauche, on va gagner en termes d'expansion. Donc, le volume va vraiment au niveau de la cavité thoracique, au niveau de la cage thoracique, va vraiment prendre l'expansion dans l'axe vertical et latéral. Antéro-postérieur, c'est simplement antéro pour devant. C'est que la cage thoracique va aussi se déplacer vers l'avant. Imaginez-vous votre ventre, là, c'est la position avant. Donc, on le voit très bien sur le dessin ici. On monte vers le haut, on se déplace sur les côtés, mais en plus, on va prendre une petite expansion vers le devant comme ça. Donc, on est dans les 3 axes et tout ça va me permettre d'affecter des pressions intrapleurales, intrapulmonaires pour permettre le déplacement d'air. Ici, on vous parle de la loi de Boyle et Marriott qui semble très complexe. On a une formule et tout ça. Et pourtant, c'est un concept que j'ai déjà expliqué en début de capsule qui est tout à fait simple. On veut juste que vous compreniez la relation entre le volume et la pression. Donc, il y a une formule ici établie par Boyle et Marriott qui disait un peu, qui considérait en fait la pression et le volume d'un gaz à son état initial et cette même relation à son état final. La formule n'est pas importante. Je ne vous demanderai pas de calculer et de comprendre ça en détail. Ce qui m'intéresse, c'est plus l'application de biomédicale associée à ça. Donc, ce qui est très intéressant, en fait, de cette formule-là, ce qu'on peut tirer, c'est qu'il y a une espèce de relation inverse qui va unir. C'est ça qui est important ici, là. La relation inverse qui va lier la pression d'un gaz et son volume. C'est ça qu'il faut comprendre. Et pour l'expliquer, je vous montre ça sur le dessin ici. Je prends un cylindre ici rempli d'air. Donc, l'air, c'est un mélange de plusieurs gaz, évidemment. Il y a un certain volume. Et bien que l'air soit invisible, je veux que vous imaginez qu'elle occupe un certain volume. Hein? Donc, c'est comme un liquide. J'ai 1 litre de liquide. Ben, je peux avoir 1 litre d'air, entre guillemets. Ça veut dire que l'air qui est ici occupe un certain espace et ces molécules associées aux différents gaz présents dans l'air vont exercer une certaine pression sur les parois du cylindre. Il y a une certaine pression. Et là, il faut faire attention, le volume ici, quand on parle du volume, ce n'est pas en termes de quantité d'air, c'est plutôt dans le sens de l'espace disponible dans le cylindre. Il faut toujours faire attention à ça. Hein. C'est la même chose en cardiovasculaire. Je pouvais vous parler d'un volume sanguin, 10 ml de sang, mais je pouvais aussi vous parler d'un volume au centre de l'artère. Donc là, c'était l'espace disponible. Un mot, 2 significations selon le contexte. Donc ici, quand vous voyez le volume, c'est l'espace disponible. Et la quantité d'air qui est ici va exercer une certaine pression. Boyle et Marriott, la loi dit que si j'ai moins d'espace, donc si le volume à l'intérieur du cylindre diminue, traduction, si j'ai moins d'espace que la situation A, hein, c'est le même cylindre, situation A, situation B, bien, ici, la pression va augmenter. Pourquoi? Pourquoi j'augmente la pression? Mais si j'ai moins d'espace pour la même quantité d'air, c'est évident qu'on va pousser beaucoup plus fort sur les parois. C'est exactement le même phénomène qu'on étudie au niveau de l'artère. Une vasoconstriction augmente la pression parce que pour la même quantité de sang, pour l'espace disponible, le sang va pousser plus fort sur les parois. Donc, pour la même quantité d'air, j'ai moins d'espace pour circuler. N'oubliez pas, c'est la chimie de base. Les atomes se déplacent, donc ont un certain mouvement. Puis, évidemment, comme j'ai moins d'espace disponible, on va percuter beaucoup plus plus fréquemment, si vous voulez, les parois, ce qui augmente la pression. C'est le principe d'un fusil à eau à air comprimé. On pompe le jouet tout simplement pour comprimer l'air. C'est un piston qui vient
comme ça, pousser l'air, et là, il y a une forte pression, ce qui va pouvoir propulser le liquide. Donc, je vais vous demander deux choses maintenant. Comprendre que la loi, tout simplement, la relation inverse entre le volume et la pression, plus que j'ai d'espace de disponible, donc si j'augmente le volume, l'espace, ça va diminuer ma pression. La pression va être moins forte, c'est la situation A. Au contraire, si j'ai moins d'espace puis je diminue le volume, qu'est-ce que ça fait? Ça va remonter la pression. J'ai marqué un A ici, ce n'est pas une pression artérielle, c'est simplement une pression d'air, évidemment, il faut faire attention. Donc, j'efface ça. C'est tout simple, c'est ça qui doit être clair. Et maintenant, vous remplacez le mot cylindre par poumon, et c'est exactement ce qui va se passer au niveau des poumons. C'est aussi simple que ça. On va contracter ou relâcher les muscles de la respiration normale, donc diaphragme et muscles intercostaux externes, pour ajuster l'espace disponible dans la cavité thoracique. Donc, si j'ai une situation où l'espace est très peu disponible, ça va augmenter ma pression. Et s'il y a beaucoup d'espace et beaucoup d'expansion, ça va diminuer la pression. Donc, c'est comme ça qu'on va ajuster, en fait, la pression intrapleurale, intrapulmonaire. C'est de cette manière-là qu'on va la faire varier selon la situation qu'on vit. Deuxième concept, et ça je l'avais déjà expliqué de façon rapide, là on le fait plus en détail, le gradient de pression ne doit pas être identique comme vous savez, donc la différence de pression, et on va toujours de la pression la plus forte vers la plus faible comme j'ai déjà expliqué, c'est donc plus un rappel. Si les pressions sont égales, l'air ne se déplace pas. Donc, je voulais vous le répéter, mais avec un dessin, ça risque d'être plus clair pour vous autres maintenant. Si on fait un lien avec la loi que je viens de vous expliquer, bien, on voit ici que la région A ou B, il y a deux différences. On n'a pas le même volume, le même espace. Donc, la région A, il y a moins de volume, il y a moins d'espace. Donc, on sait que maintenant, ça va augmenter la pression. Et la région B, il y a beaucoup plus d'espace. Donc, comme le volume est plus grand, on sait que ça diminue la pression. C'est ce qu'on a vu à la diapo précédente. Maintenant, le lien qu'on fait, bien, si la pression est plus forte, et si elle est plus faible, ça va permettre leur déplacement d'air de A vers B. Si au contraire, on a une situation, exemple, je compare, là on dit région B et A, mais pour faire un lien avec vos poumons, on pourrait dire que B c'est le poumon, puis A c'est la région atmosphérique. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de votre corps en région A versus l'intérieur de vos poumons? C'est la même logique. Si vos poumons sont comprimés, il y a moins d'espace, donc la pression dans vos poumons va augmenter. Ça devient donc une pression plus forte. Et si elle devient plus forte que la pression atmosphérique, ça va chasser l'air du plus fort vers le plus faible. Donc, en d'autres mots, il faut s'arranger pour comprimer vos poumons de façon suffisante pour que la pression, qu'il y ait le moins d'espace possible et que la pression devienne tellement plus forte que ce qu'il y a à l'extérieur qu'on va orienter le déplacement d'air vers l'atmosphère. C'est l'expiration. Et on peut avoir la situation inverse, l'inspiration. On fait en sorte que les poumons prennent une expansion maximale, donc le plus grand volume possible. Et comme il y a un grand volume, un grand espace, ça diminue la pression. On veut diminuer la pression suffisamment pour qu'elle devienne inférieure à la pression atmosphérique. Et là, dans ce cas-ci, on va du plus fort vers le plus faible. C'est ce qui va permettre le déplacement d'air. En fait, c'est juste cette variation de pression qui va permettre l'orientation du déplacement d'air. Ça veut dire qu'aussitôt que vous affectez une ou l'autre dépression, on peut interférer avec le déplacement d'air. Quelqu'un qui a un accident de voiture et que les muscles ne fonctionnent pas suffisamment bien, ben on n'ira pas chercher une expansion maximale, donc on va avoir de la misère à inspirer. Ou encore, peut-être qu'on ne relâche pas suffisamment, on n'arrive pas avec des poumons comprimés, donc on va avoir de la misère à expirer. Si vous respirez en basse altitude versus en haute altitude, bien, la pression atmosphérique est différente. Donc là, c'est plus difficile parce que peut-être que si la pression atmosphérique, selon le fait qu'elle soit plus élevée ou plus faible pour X raisons, bien évidemment, il faut ajuster la pression des poumons. Et il y a une capacité limitée, bien sûr, à nos poumons. Donc ça peut amener une gêne respiratoire aussi ou des différentes pathologies que j'ai déjà mentionnées précédemment.